La question qui est posée, les questions qui sont posées, évidemment, ne sont pas neutres ici, dans ce musée, ici à Marseille. Vous savez que le MUSEM a une enveloppe ajourée qui laisse passer les intempéries, un peu comme ce soir, mais qui laisse aussi surtout passer les idées. C'est un moyen aussi de dire à nos publics, à tous les publics, parce que nous sommes le musée national, qu'ils sont bienvenus chez nous et que nous allons tout faire pour parvenir à les inviter chez nous. Ce point d'interrogation qui pose la question de la popularité de l'art, c'est un point d'interrogation qui nous est cher, puisque nous avons ouvert, il y a maintenant une année, la première exposition permanente de la collection. Et nous l'avons appelée populaire avec un point d'interrogation. Donc ce point d'interrogation, on espère qu'un jour on le transformera en point d'exclamation, mais il est au centre de nos réflexions, et notamment nos réflexions vis-à-vis des publics et d'ouvrir ce musée au public. Nous sommes un musée qui avons un lourd héritage, un héritage qui date du Front populaire, avec cette idée de créer un musée des arts et traditions populaires, qu'on appelait à l'époque le Louvre du peuple, un musée à hauteur d'homme, à hauteur du quotidien, avec des objets du quotidien. Cet héritage, on essaye évidemment de le porter. Nous avons aujourd'hui la volonté d'appeler tous les publics. Nous avons réuni il y a un an un conseil des publics, j'allais dire un conseil des non-publics, puisque nous avons réuni 20 personnalités qui représentent des personnes qui ne viennent jamais au MUSEM. La chose a été faite comme ça, parce que nous avions envie d'adresser un message à ce public, mais surtout la bonne nouvelle, c'est que sur les 20 personnalités qui représentent ces personnes, les 20 ont accepté d'être dans notre conseil des publics et nous aident aujourd'hui quasiment au quotidien. Nous sommes un musée du quotidien, je l'ai dit, un musée qui s'intéresse à ce qui se passe autour de nous, à cette société qui nous entoure, à ce territoire qui nous entoure. Nous avons ouvert lundi dernier une école, une classe de 12 élèves qui sont des grands décrocheurs, des personnes qui ont une phobie scolaire très forte. Et nous sommes le premier musée national à avoir une classe, désormais, une école au sein de notre musée. Nous serons sûrement le premier musée national également à ouvrir au printemps une aire de jeu inclusive pour des enfants en fauteuil, des enfants handicapés. Et là aussi, c'était aussi pour faire un signe à l'ensemble de ces publics que le musée est le leur et entièrement le leur. Je vais vous laisser avec Constance et puis ensuite avec Marie-Charlotte. Je vous souhaite une très bonne soirée, je suis très heureux que vous soyez là. Bonjour, Jacques Serrano, je propose chaque année ce festival. À mes côtés, Julie Bottet, qui s'occupe au sein du festival des relations avec l'académique, c'est-à-dire qu'elle prend contact des universités, des lycées. Et je tiens à remercier Pierre-Louis Costa de nous accueillir, de nous programmer dans ce lieu où la Semaine de la philosophie a été présente chaque année depuis la création du MUSEM. Et le fait de venir dans un musée des civilisations est pour moi assez important dans la mesure où l'idée, le concept de pop philosophie qui s'attache beaucoup aux objets du quotidien trouve sa place dans un musée des civilisations plus qu'ailleurs. Voilà, donc je tenais à le préciser. Ce soir, nous recevons Constance Rivière. Alors, Constance Rivière, c'est une personne qui a un parcours exceptionnel, mais moi, ce qui m'a touché, et quelquefois, quand je l'ai rencontrée, c'est que je rencontrais une femme de culture. Et je dois dire qu'aujourd'hui, dans le monde de la culture, les hommes et les femmes de culture se font rares. Voilà. Marie-Charlotte Calafa, c'est une conservatrice avec qui on a eu l'occasion nombreuses fois de travailler grâce au fond du MUSEM, ce qu'on trouve dans les réserves et ce que je vous invite à aller voir, parce que les réserves sont souvent ouvertes au public. Et enfin, Fabrice
qui Raffin, qui est un petit peu qui est le sociologue qui dérange un peu dans ses propos, qui dérange un peu le milieu et le monde de la culture, dont sa place est tout à fait juste dans la semaine de la pop philosophie. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la place à le micro à Julie Bourdet. Bonjour à toutes et tous. Alors moi je suis chargée des présentations un peu plus officielles. Donc déjà on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci de venir aussi nombreux et aussi enthousiastes. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Constance Rivière. Donc vous êtes haute fonctionnaire, vous avez été conseillère chargée de la culture et de la citoyenneté à l'Élysée durant la présidence de François Hollande de 2016 à 2017. Puis vous avez été secrétaire générale du Défenseur des droits de 2017 à 2022. Et vous êtes aujourd'hui directrice du Musée national de l'histoire de l'immigration, Palais Porte Dorée. Vous êtes aussi romancière. On citera notamment Une fille sans histoire, paru en 2019 chez Stock. À ne pas confondre avec Je suis une fille sans histoire d'Alice Zeniter, qui est aussi très bien. Je citerai aussi La Maison des Solitudes, paru en 2021, et La Vie des Ombres en 2023. Et on est ravis de vous entendre aujourd'hui avec ce titre à la fois court et très intrigant, Ouvrir les musées. Et donc, comme l'a dit Jacques, on aura ensuite un échange avec tout d'abord Marie-Charlotte, ensemble, mais je vous présente tout d'abord Marie-Charlotte Calapa. Donc vous êtes conservatrice du patrimoine, directrice des collections du MUSEM. Vos sujets de recherche portent plus généralement sur la muséographie des arts populaires. Vous avez été aussi commissaire de plusieurs expositions. Merci de nous faire le plaisir de votre présence. Et on aura aussi Fabrice Raffin. Fabrice Raffin, vous êtes sociologue, anthropologue, maître de conférence à l'Université de Picardie. On n'oublie pas que vous êtes chercheur au laboratoire Habiter le Monde. Et vos recherches portent sur les pratiques artistiques et culturelles, sur les problématiques de développement territorial par la culture, et enfin sur les politiques de démocratisation culturelle. Donc merci encore infiniment. Donc, on commence par vous, Constance Rivière, et on reviendra ensuite pour l'échange. Passez une excellente soirée. Pardon, je vais essayer de m'installer comme je peux. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça? C'est bon? Super. Alors déjà, je voulais dire un petit mot, parce qu'en arrivant au MUSEM tout à l'heure, je me suis posé la question de savoir comment on arrivait dans un musée en fait. Le thème c'est ouvrir les musées, et à chaque fois que je viens ici, qui est un lieu que je trouve absolument merveilleux, je me dis que c'est quand même très difficile de trouver la porte. Et donc que peut-être c'est une des premières questions, c'est comment est-ce qu'on voit la porte d'entrée d'un musée pour qu'il soit véritablement ouvert. Et c'est un sujet d'ailleurs de manière générale sur les rapports entre les architectes et les institutions publiques. Je pense qu'il y aurait là un sujet psychanalytique assez intéressant à développer. Est-ce que les architectes aiment vraiment les administrations pour lesquelles ils essayent de concevoir des lieux? Puisque le MUSEM est ouvert, on peut voir les conservateurs travailler dans leur bureau. Je ne sais pas si moi j'aimerais beaucoup que le visiteur puisse me voir comme un objet du quotidien, mais en revanche on a plus de mal à trouver la porte. Donc voilà, je trouve que ça c'était par rapport au thème de ce soir une petite remarque liminaire. Je voulais aussi faire une deuxième remarque liminaire, même si j'ai été présentée rapidement pour dire d'où je parle, parce que comme ça a donc été évoqué, je ne suis absolument pas conservatrice et je ne viens pas du tout de l'univers des musées. Et je pense que pour parler de ce sujet, ouvrir les musées, alors que j'y travaille depuis moins de 2 ans, d'une part ça impose un peu de modestie, et d'autre part ça explique aussi peut-être certains des éléments que je vais développer ce soir, puisque je parle aussi d'un univers qui n'est pas le mien, et parfois c'est l'étranger qui voit des choses, enfin en tout cas moi je pense que l'étranger il voit plein de choses qui sont intéressantes, et donc c'est aussi comme étrangère au musée que je vais essayer de parler de ce sujet-là. Étrangère au musée, et en même temps j'ai souhaité diriger un musée, et donc pourquoi est-ce que j'ai souhaité diriger un musée? C'est peut-être justement pour le sujet qui est le nôtre ce soir, c'est parce que, non pas pour ouvrir les musées, c'est une ambition que je ne me fixerai pas, en tout cas pas toute seule, mais peut-être parce que je pense que le musée, fondamentalement, est le lieu ouvert dont on a besoin aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps sur les questions d'immigration et sur les droits des étrangers. J'ai commencé ma carrière comme juge sur les droits des étrangers pendant 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé donc à l'Élysée
pendant 5 ans et au début sur notamment ce qui a été un bel échec. Hein. D'ailleurs, j'ai commencé par un échec qui était le droit de vote des étrangers, j'ai fini par un échec qui était cette idée de d'échange de nationalité, mais bon, c'est pas grave, hein, il y a eu des succès au milieu, c'est pas le sujet ce soir. En tout cas, c'est un engagement de longue date sur le sujet qui est en fait le sujet d'un regard apaisé sur l'immigration dans notre pays. Et c'est à partir de là que j'ai voulu aller dans un musée parce qu'il me semblait qu'on avait besoin à la fois de retrouver de la connaissance, de la science, du recul et d'essayer de le partager le plus largement possible. Et même si le musée, j'en dirai un mot, reste avec la verticalité des institutions, c'est quand même un lieu qui permet des rencontres et des échanges pour peu qu'on les ouvre. Donc voilà, pardon pour cette introduction un peu longue, mais je voulais quand même expliquer aussi quel est le point de vue que je vais avoir ce soir, parce qu'en fait, chacun arrive avec un point de vue et une histoire différente sur un sujet. Donc à partir de là, je vais quand même essayer de formuler quelques éléments de réflexion sur le sujet. Le premier élément, c'est si on parle d'ouvrir les musées, c'est parce qu'on suppose qu'ils sont fermés. Et donc, je voulais interroger cette idée que les musées étaient fermés. Ça a été rappelé très brièvement par rapport à tout ce qui est fait ici par Pierre-Olivier Costa. Mais le MUCEM, typiquement, est un musée, même si la porte est difficile à trouver, qui est extrêmement ouvert sur l'extérieur, avec des espaces dans lesquels les gens peuvent aller marcher, des activités en permanence, un souci qui est fait d'ouvrir sur des publics différents. Donc, le musée aujourd'hui n'est pas fermé, et surtout le musée aujourd'hui n'est pas fermé, mais le musée a été construit comme un lieu ouvert. C'est pas comme si c'était une question qu'on se posait aujourd'hui et qui ne s'était jamais posée. Le musée, quand il est créé, le premier grand musée universel à être créé, c'est pas en France, c'est en Angleterre, c'est le British Museum en 1753. Et au moment où le British Museum est créé, il est vraiment pensé comme un musée pour le citoyen, comme un musée gratuit, comme un musée qui permet à tous les citoyens britanniques de pouvoir posséder presque la culture qui est celle du pays, et pour aussi, c'est peut-être la différence avec la France, les mettre en capacité de résister au pouvoir du roi. En France, le Louvre, il ouvre en 1793, donc dans un tout autre contexte, lui aussi avec cette idée d'être un lieu ouvert qui met les œuvres à la portée de toutes et tous, peut-être avec une ambition politique différente, puisqu'il s'agit là, pour le coup, de participer à la construction du citoyen idéal. Donc le Louvre est d'emblée un projet politique, le musée est un lieu politique au moment où il est créé, mais c'est quand même un lieu d'ouverture à tous, et c'est un lieu d'ouverture à toutes les cultures, puisque l'idée du musée universel, c'est vraiment, avec des méthodes qui aujourd'hui posent question, mais c'est vraiment d'essayer de rassembler de l'art qui vient du monde entier. Et puis c'est des lieux qui sont ouverts et accueillants. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu toute cette série de livres de nuit au musée, que je trouve, c'est des écrivains qui passent une nuit entière dans un musée et qui racontent leur nuit au musée. Des livres qui sont vraiment très beaux. Et il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui est celui de Yakuta Alikazakovic, qui a passé sa nuit au Louvre. Et elle raconte que quand elle était petite, son père, qui était exilé d'ex-Yougoslavie, arrivant en France dans des conditions assez difficiles, disait « Ma vraie maison, c'est le Louvre ». Et il l'emmenait au Louvre. Et même quand elle était plus grande, il lui racontait qu'il a tout fait au Louvre, même lui laver les dents, passer une journée entière à lire, et que c'était dans cet endroit-là qu'il aimait être et qu'il a trouvé que c'était le pays accueillant de la France. Donc je donne cet exemple-là parce que je crois que le musée, on ne peut pas juste dire comme un point de départ que ça serait un lieu élitiste et fermé, c'est aussi un lieu d'accueil. On a fait une exposition sur des artistes chinois il y a 1 an au musée d'histoire d'immigration, et il y a une très belle vidéo de Zhao Wuqi, qui était déjà un artiste en Chine, travaillant la calligraphie, et quand il arrive en France, après 36 jours de bateau, dans des conditions évidemment extrêmement difficiles, il dit « La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée au Louvre. Et c'est là que j'ai passé ma première journée en France. » Et donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre du territoire universel que peut être le musée. C'est parce que le musée peut être ce territoire universel que l'exigence peut-être qui est posée que le musée soit ouvert, elle est d'autant plus grande. Et pourtant, c'est incontestable, et c'est pour ça que la question se pose aujourd'hui.
de l'art pour tous en général. D'ailleurs, enfin, je parle des musées, parce qu'on me demande de parler des musées, mais on pourra en parler plus largement si on veut après. Il y a bien un fossé qui s'est creusé avec le sentiment que c'est un monde qui s'est un peu fermé, avec des codes élitistes, avec une représentation du monde qui est extrêmement auto-centrée, voire monocentrée, avec des collections qui ne font pas assez la part belle à la diversité de la création artistique, avec parfois des publics qui se sentent malvenus dans les musées. La semaine prochaine, je dois parler sur la parole dans le musée, et je me suis dit c'est très, très paradoxal, parce que le musée c'est d'abord un lieu de silence en fait, et donc il faut apprendre à être silencieux dans un lieu, c'est pas facile. Et donc il y a cet éloignement qui s'est posé. C'est un éloignement qui fait écho, je pense que plusieurs d'entre vous ont dû lire la tribune qu'avait écrit Ariane Mnouchkine en juin dernier, au moment de la dissolution, où elle interrogeait la manière dont le monde de l'art et le monde de la culture en général s'était éloigné de toute une série de publics par des mécanismes conscients ou inconscients de culpabilisation. Je vous cite son texte parce que la manière dont elle l'écrit, je pense, est plus forte que la manière dont je peux le dire. Elle dit « Je nous pense en partie responsables, nous, gens de culture. On a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Et puis comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. » Et donc, je ne sais pas si c'est exactement qui est ce on, et je ne sais pas si c'est ce qu'on a fait, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une fermeture qui s'est mise en place, et sans doute que cette fermeture, elle est d'une certaine manière inévitable pour une institution. Moi, je pense qu'une institution, elle n'aspire qu'à la fermeture. Il suffit de voir comment se créent des langages, des vocabulaires, des sigles, des manières de travailler qui nous amènent toujours à être dans la reproduction. Je pense même que la nature humaine, elle est d'être dans la reproduction du même, et qu'il faut toujours faire un effort pour s'ouvrir et pour aller vers l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on arrive en quelque sorte à sécréter nos propres anticorps pour ne pas être des lieux fermés? Peut-être 3 mots supplémentaires là-dessus. Je me suis demandé en quoi est-ce qu'on s'était fermé. Alors d'abord, moi je pense qu'on s'est fermé en ne parlant que d'une partie du monde. D'abord parce que c'était interdit. L'histoire longue des musées, que ce soit à travers positivement, disons, le mécénat royal, ou négativement à travers les dispositifs de censure, direct ou indirect, a rendu certains sujets comme des sujets nobles de musées, et puis des sujets qui n'étaient pas admis dans les musées. Et puis, progressivement, c'est devenu quelque chose de plus insidieux. Une philosophe qui s'appelle Nadia Yalakitsupidi parle des mauvais sujets de l'histoire de l'art. Elle dit que, typiquement, la question du genre, la question des races, la question des migrations sont des mauvais sujets de l'histoire de l'art, parce que dès qu'on essaierait de les aborder comme des objets artistiques, on serait soupçonné d'être dans l'idéologie. Que, en réalité, tout ce qui viendrait mettre de la sociologie ou de la politique sur des objets artistiques les dégraderait immanquablement, qu'il y ait une forme de vulgarité qui viendrait rendre l'esthétique moins forte. Et donc, ces sujets-là sont des sujets qui sont aussi difficilement appréhendables dans le musée au sens classique. Et évidemment, chez nous, c'est un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on peut, musée de l'histoire de l'immigration, être un musée qui a toutes les caractéristiques d'un musée et qui en même temps porte son sujet jusqu'au bout. J'en dirai un mot après, mais je pense que cette notion de mauvais sujet de l'histoire de l'art, elle est extrêmement importante pour comprendre aussi pourquoi est-ce que certains sujets et donc certaines personnes et certains récits ne sont pas dans les musées. Ensuite, il y a cette idée que le musée est un lieu hors du temps, un lieu qui permettrait de s'échapper de la conjoncture et des soucis du quotidien. C'est aussi vrai, hein, le musée est aussi un lieu de divertissement, heureusement. Mais ça, c'est une idée qui est de plus en plus battue en brèche. Dans les éléments de réflexion que j'avais transmis pour ce soir, je m'étais intéressée à la réaction que l'ICOM, c'est l'Organisation internationale des musées, donc qui rassemble tous les musées du monde, avait eu après la mort de George Floyd aux États-Unis. Et ils avaient fait un texte très fort, qui à ma connaissance était une première, dans lequel ils disaient que le silence des musées
face à un événement aussi grave pour la société, était problématique. Ils ont écrit « Les musées ne sont pas séparés de leur contexte social, des structures de pouvoir et des luttes de leur communauté. Le silence, ce n'est pas la neutralité, c'est un choix. » Et ils ajoutent « le mauvais choix ». On pourrait en parler, on pourrait discuter pour savoir si c'est le mauvais choix ou pas. Ce qui est sûr, c'est que cette idée que ne rien dire par rapport à des grands événements sociaux est un choix et quelque chose qui est assez nouveau, c'est sur l'ouverture des musées, non pas à des publics, mais au questionnement du monde. Et donc les musées se sont à certains égards fermés. Ils se sont fermés à des publics, ils se sont fermés à des sujets, et ils se sont fermés aussi à des enjeux qui sont ceux qui préoccupent beaucoup de gens, je crois, enfin en tout cas moi, mais je pense pas seulement. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait les ouvrir plus et est-ce qu'il faut vraiment les ouvrir plus? Là-dessus, je voudrais juste dire un mot. Je pense qu'il y a d'autres conférences qui vont l'aborder, mais effectivement, on peut se demander pourquoi ça serait important que l'art soit pour tous. Pourquoi est-ce que c'est important que les musées soient ouverts? Est-ce que c'est pas aussi un point de vue surplombant et en quelque sorte élitiste que de dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès à l'art? Après tout, les gens pourraient ne pas avoir accès à l'art et vivre très bien. On n'a pas à forcer les gens à venir dans les musées. C'est pas notre mission de créer ce qui doit être un lieu de plaisir en lieu de contrainte. Et donc, pour moi, il y a un point très important, c'est qu'il faut quand même distinguer l'artiste, l'artiste et l'institution publique. Je pense que l'artiste ne doit jamais penser qu'il crée pour tous. Je pense même qu'il doit créer pour personne. Si j'essaye de réfléchir en me clivant un peu, quand j'écris un roman, je ne me pose jamais la question du lecteur. Je ne me demande pas si ça va plaire à tel ou tel, parce que sans doute que ça ne plairait pas à tel autre. Et donc j'essaye d'être juste dans ce que je veux faire par rapport au sujet que je traite et de créer une œuvre littéraire, c'est très prétentieux, mais en tout cas de créer un objet littéraire qui ait sa solidité et dont je puisse me dire qu'elle correspond à ce que j'ai voulu faire. En revanche, comme dirigeante d'une institution publique, il me semble que ma mission et même mon obsession doit être de l'ouvrir à tous les publics qui souhaitent pouvoir en franchir les portes. Et c'est très différent. Et donc, c'est aussi notre mission de permettre à des artistes d'être vus par le plus grand nombre sans qu'eux aient ce souci de savoir s'ils vont être vus et compris par le plus grand nombre. Parce qu'un artiste, il n'a pas à se soucier tout de suite d'être compris. En fait, l'art, d'ailleurs, dans ce qu'il y a de plus fondamental, il vient d'abord nous déranger, nous perturber, parfois nous choquer, parfois nous mettre face à une incompréhension. Il pose un regard qui est neuf sur le monde. C'est ça, les grands artistes, c'est que tout d'un coup, ils nous forcent à voir le monde d'une manière dont on n'avait jamais vu. Et donc, ce qu'on n'a jamais vu, c'est toujours un petit peu perturbant. Et donc, ça ne peut pas être pour tous ou pour qui que ce soit. En revanche, l'institution publique, elle a une obligation à plusieurs titres, me semble-t-il, à être ouverte. D'abord, d'un point de vue démocratique, de manière très concrète, même si on peine aujourd'hui à avoir toutes les subventions publiques dont on aurait besoin pour fonctionner dans des bonnes conditions, on est quand même néanmoins largement subventionné par le public, donc par les impôts, et donc on a ce devoir qui est d'être un lieu qui soit le plus ouvert possible. J'avais travaillé j'avais fait un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris est un lieu qui est un lieu de création magnifique, mais qui ne vit en grande partie de subventions publiques et qui est extrêmement élitiste dans ses publics. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable et ce n'est même pas soutenable. C'est-à-dire que si l'opéra ne s'ouvre pas à des nouveaux publics et à des formes qui vont attirer des nouveaux publics, à un moment, quelqu'un dira « mais ça suffit, on arrête de payer pour ça en fait. On ne peut pas payer pour que 4000 personnes par an, qui sont régulièrement les mêmes, aillent à l'opéra ». Donc il y a un enjeu qui est un enjeu extrêmement fort de rendre aussi, parce qu'économiquement, l'argent qui nous est donné à ceux qui y contribuent. Après, il y a un point de vue que je dirais moral, mais on pourrait le qualifier autrement, sur cette idée de musée universel. Si on prend l'idée d'universalisme à la française,
l'universalisme, c'est un idéal, c'est pas une réalité. On dit que l'universalisme est ce qui nous réunit, mais l'universalisme à la française, il s'est accommodé pendant très longtemps de l'absence de droit de vote des femmes, de la colonisation, d'une distinction dans les droits entre les personnes selon qu'elles vivaient de tel ou tel côté de la Méditerranée. Et donc l'universalisme, il n'est pas un point qui aurait un jour abouti et dont on devrait essayer de le préserver à toute force. C'est un idéal, mais c'est aussi au nom de cet idéal que les droits de vote des femmes a été conquis. Donc il permet d'avancer cet idéal. Et moi je pense que le musée ouvert, c'est un peu la même chose que cette idée d'universalisme pour la nation française en général. Le musée il ne sera jamais complètement ouvert, mais c'est un idéal qui doit nous tenir et nous permettre d'avancer, mais qui doit nous tenir et nous permettre d'avancer, non pas dans une verticalité qui a pu longtemps être un peu le mode de direction et de fonctionnement dans les institutions muséales, mais plus comme une forme d'ouverture horizontale, comme il y a un universalisme horizontal qui peut être un horizon vers lequel on aimerait tendre. Après, une autre raison d'ouvrir les musées, c'est un point de vue politique. Les musées, c'est des lieux de pouvoir, c'est des lieux dans lesquels on construit la représentation qu'une nation a d'elle-même, que ce soit dans les musées d'histoire, mais aussi dans les musées d'art. Hein, tout ça est très lié. Et donc, à partir du moment où on construit ces représentations-là, et donc à travers ça, un récit qui est un récit dans lequel on se reconnaît ou on ne se reconnaît pas, on a une responsabilité. Ne pas être représenté quelque part, c'est aussi une forme de violence symbolique qui a des effets dans le réel. Vous faisiez référence tout à l'heure au livre d'Alice Zéniter, Je suis une fille sans histoire. Dans son livre, au début, elle parle du syndrome de la Schtroumpfette. Elle parle, je ne sais pas si vous pouvez être nombreux peut-être à connaître, du test de Bechdel sur la présence des femmes dans les œuvres, notamment littéraires et cinématographiques. Et elle dit, le test, vous pouvez le faire sur le livre que vous êtes en train de lire en ce moment, c'est de savoir si il y a bien des femmes. Bon, elles ont un état civil décliné de la même manière que les hommes. Deuxième élément du test. Ensuite, est-ce qu'elles se parlent entre elles? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont dans une interaction entre femmes et pas uniquement avec des hommes? Et troisièmement, est-ce que quand elles se parlent entre elles, elles parlent d'autre chose que des hommes ou des sujets des hommes? Et donc, ces trois éléments-là, y compris, je ne sais plus, elle le fait, Alice Zéniter, sur une sélection de films aux Oscars très récente, il y a 2 ou 3 ans, sur 12 films, il y en a 2 qui passent le test. Donc, c'est pour dire que la question de la représentation, elle est très fondamentale. La représentation des femmes, moi, il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de la petite sirène noire dans les dessins animés de Disney, avec voilà, ce choix qu'a fait Disney. Alors, c'est pas que sur la petite sirène, mais de manière générale, d'essayer d'avoir une diversité des couleurs en fait, et des origines, mais c'est pas tellement les origines qu'on voit parce qu'on ne sait pas forcément d'où viennent les gens, mais des couleurs dans les dessins animés. Et donc, ils prennent une actrice noire pour jouer la petite sirène il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et là, c'est parti de manière extrêmement polémique, très très vite. Not my Ariel, la petite sirène ne peut pas être noire, avec des articles extrêmement fouillés sur le thème. Quand même, ça n'est pas du tout vraisemblable. Une petite sirène ne peut pas être noire. Donc à un moment, c'est vrai qu'on se dit, une petite sirène, c'est ok, ça existe, on en a tous vu. Mais par contre, une petite sirène noire, ça, non, on ne sait pas trop. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette question-là de savoir qui est représenté et comment, ça a un impact aussi sur la manière dont on se représente dans le monde. Et la petite sirène noire, ça a eu des effets formidables aussi pour des petites filles qui se sont dit, ah mais moi aussi je peux être dans un dessin animé de Disney. Si je prends un exemple plus sérieux, vous pouvez aller voir parce que c'est vraiment formidable. Il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie qui a fait un TED Talks dont le titre est The Danger of a Single Story. Et elle raconte ça, comment quand elle était petite, elle, tout son univers de dessin animé, artistique, tout ce qu'il a construit, c'était des contes avec une position extrêmement genrée des femmes et des princesses, avec
un univers exclusivement blanc. Et un jour, sa mère s'est rendue compte qu'elle dessinait des paysages avec de la neige, etc., alors qu'elle habitait dans un pays où on n'avait jamais vu la neige. Et donc, en fait, tout ça, ça construit aussi un rapport au monde. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que c'est ça la raison fondamentale pour laquelle il faut ouvrir les musées. C'est parce qu'il faut les ouvrir non pas d'abord à des nouveaux publics, il faut les ouvrir d'abord à des nouveaux sujets. Si on n'est pas capable dans nos musées d'avoir des récits qui soient des récits qui complètent en fait celui qui est celui de notre pays, qui complètent la mosaïque du récit national français, alors on pourra aller chercher tous les publics qu'on veut, on pourra les emmener en bus scolaire, on pourra leur faire la visite, et s'ils ne se reconnaissent pas dans les musées, ça sera une fausse ouverture à laquelle on les aura invités. Et ça, je pense que c'est la raison fondamentale, en tout cas, pour laquelle les musées doivent être ouverts. Et puis j'ajoute un dernier point, c'est que pour moi, l'art, c'est ce que je disais sur le regard nouveau posé sur le monde, l'art, il est par nature xénophile. L'art, il vous invite immédiatement à voir le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas si l'art pour tous, ça doit être une obligation. En revanche, je pense que de permettre à tout le monde de pouvoir regarder le monde avec un autre regard que le sien, c'est quelque chose qui est extrêmement important et fort. Et je ne vois pas pourquoi on priverait des gens de cette expérience. Alors, pour essayer d'ouvrir peut-être des pistes de discussion, dans la dernière partie, je voulais évoquer comment est-ce qu'on ouvre les musées, en fait. Est-ce qu'on a des exemples de choses qui fonctionnent et quelles sont les questions qu'on doit se poser pour essayer de s'ouvrir. Je voudrais vous donner l'exemple de 2 musées qui, à mon avis, ont fait des expériences d'ouverture très singulières et qui peuvent servir de modèle ou en tout cas d'interrogation. Le premier, c'est un musée qui s'appelle Banjul Station, au Cameroun, qui a été ouvert par un grand artiste camerounais, enfin, d'origine camerounaise, qui s'appelle Barthélémy Togo. Et il a voulu, parce qu'il s'est rendu compte en fait que toutes les questions qui se posaient autour de la restitution d'œuvres qui empêchaient en fait d'avoir un rapport au récit de son propre pays, mais pas seulement des restitutions, aussi des artistes, pas seulement camerounais, des artistes africains qui aujourd'hui, dès qu'ils réussissent un peu, sont dans des galeries en France, en Angleterre, aux États-Unis, mais ne créent pas et ne produisent pas dans les pays. Il s'est dit, en fait, peut-être que déjà, avant de se demander s'il faut une école, si on doit essayer de créer une culture de la création contemporaine au Cameroun même, il faudrait qu'il y ait un lieu qui soit un musée d'art contemporain. Et il voulait vraiment faire un musée d'art contemporain hyper exigeant, avec des artistes qui sont des artistes pas forcément très simples d'accès. Et il ne le fait pas à la capitale, il le fait dans la région d'où il vient, dans une zone qui est assez rurale, très éloignée de la culture. Et au moment où il crée ce lieu, il prend 2 décisions qui sont très structurantes. La première, c'est ça n'est pas qu'un musée. Et donc, c'est le lieu dans lequel sont pratiqués les rites funéraires, les mariages, les grands événements de la communauté. Donc, c'est un lieu que la population s'approprie. Et l'art est une possibilité. Une fois qu'ils sont rentrés, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils peuvent aller visiter l'exposition, mais le lieu peut être vécu en dehors des collections qui y sont exposées. Et la deuxième chose, c'est de penser l'extérieur. Donc il prend 3 hectares, il fait du café autour et puis de l'agriculture locale. Et donc il y a aussi toute une activité qui se crée à l'extérieur du lieu. Et quand il en parle, Barthélémy Togo, à la fois il y a quelque chose d'assez formidable parce qu'aujourd'hui c'est un lieu qui fonctionne bien, mais il a beaucoup de doutes sur là où il en est arrivé, plus de 10 ans après l'ouverture. Le premier, c'est qu'il a voulu tout de suite aller très fort sur certaines créations, y compris ses propres créations, avec des incompréhensions de la population qui ont donné lieu à des violences, avec une séquestration d'un enseignant qui est venu accompagner une classe parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient en train de faire des pratiques de sorcellerie sur les élèves. Donc la question de la préparation, c'est pas juste d'ouvrir le lieu, c'est aussi d'expliquer ce qu'il y a dans le lieu. Et puis le deuxième, c'est qu'il continue d'avoir 80% de ses visiteurs dans les expositions qui viennent en dehors, pas forcément en dehors du Cameroun, mais en tout cas qui ne sont pas des visiteurs locaux. Et donc il se demande comment est-ce qu'il fait
plus pour que le public qu'il avait envie de toucher vienne véritablement découvrir les œuvres d'art qu'il y a mises. Le deuxième exemple, c'est le musée de Tervuren en Belgique, qui est l'ancien musée des colonies, donc très proche, le musée d'histoire de l'immigration à Paris, il est au Palais de la Porte Dorée, qui était un monument de propagande coloniale, et donc avec tous les défis de faire une sorte de révolution un peu vertigineuse pour en faire le contraire de ce pourquoi il avait été pensé. Tervuren, c'était encore plus puissant parce que ça a été vraiment construit à la gloire des Léopold, de ses conquêtes au Congo, avec une violence insensée. Lui-même n'y est jamais allé d'ailleurs, mais il se faisait rapatrier toute une série de peaux, de lions et d'objets conquis de force pour alimenter ce musée-là, qui a d'ailleurs été le lieu dans lequel Hergé s'est immergé pour écrire Tintin au Congo, donc les représentations ensuite peuvent partir en cascade. Et donc évidemment, aujourd'hui, c'est extrêmement problématique au premier degré d'exposer ces collections. Donc il y a une vingtaine d'années, je pense, ils ont décidé de refaire totalement le lieu pour l'ouvrir à d'autres types de regards et à d'autres publics. Ils ont voulu décoloniser le musée. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ils ont tout caché. Donc les objets aujourd'hui sont dans des réserves, sont derrière des cimaises, et puis on essaye de mettre en regard de l'art contemporain, des textes. Le travail qui est fait est nécessaire, mais est-ce que vraiment de cacher ce qui permet d'ouvrir? C'est une question que je pose, et je pense qu'aujourd'hui c'est un des sujets, c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre avec tous les fantômes qu'on a dans nos placards. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas faire sortir les fantômes du placard et les regarder en face pour retrouver aussi la possibilité d'échanger sur les sujets difficiles. Et donc moi, qu'est-ce que j'en tire comme enseignement pour le musée que je dirige, ou en tout cas les questions que je me pose, mais qui peuvent être différentes et sans doute qui seraient très différentes pour des musées d'art. Donc c'est, on est ici au MUSEM avec les questions que se posent les musées de société. Les musées d'art ont d'autres enjeux et d'autres outils, mais sans doute certains communs. La première question, c'est comment on entre. Donc ce que je disais tout à l'heure sur le point de vue architectural et les extérieurs. On travaille beaucoup pour essayer d'avoir des food trucks, des concerts en extérieur, toute une offre gratuite en fait, que quand on entre dans le musée, on ne soit pas tout de suite obligé de passer sous douane, mais que ça soit d'abord un mouvement qui peut paraître presque naturel parce qu'on a vu de la lumière, parce qu'on a entendu du bruit, et puis après, il y a une autre marche à franchir, mais en tout cas que l'entrée dans le musée ne soit pas d'abord d'être obligé de passer derrière des barrières et de prendre un billet. La deuxième, et j'ajoute quand même, avec une question à laquelle je suis particulièrement sensible en ce moment, de l'accessibilité, qui est un vrai sujet, non pas seulement de pouvoir monter les marches du musée, mais l'accessibilité à toutes les formes de handicap. Je constate que dans le spectacle vivant, par exemple, il y a un travail qui a été fait qui est sans doute en avance par rapport à celui qu'on peut avoir dans les musées, notamment sur les handicaps psychiques, sur aussi les déficits visuels et auditifs. On peut tout à fait faire des expositions qui sont accessibles, y compris à des personnes qui ne voient pas. On fait aujourd'hui des concerts pour des personnes qui sont en déficit d'audition très fort. Et donc, il y a 1000 manières de réinventer aussi l'accès possible au musée. Et ça, c'est un peu concret, mais je pense que c'est très important. La deuxième chose, c'est ce que je disais, c'est qu'est-ce qu'on montre, quel type d'exposition, comment on les fait, comment on les construit. Nous, clairement, quand on a fait l'exposition sur l'histoire de l'immigration asiatique, on a eu un public qui n'était jamais venu au musée d'histoire de l'immigration, parce que pour la première fois, ils avaient l'impression de se reconnaître dans ce qui était présenté, et aussi du coup d'être reconnus dans l'histoire collective. Une autre question, c'est avec qui est-ce qu'on travaille. Donc essayer systématiquement d'associer celles qu'on appelle de manière, je trouve parfois un peu rapide ou vulgaire presque, les personnes concernées, mais en tout cas de se dire qu'on ne peut pas faire une exposition qui porte sur un sujet sans sentir la manière dont les personnes le vivent. Je vous ai évoqué tout à l'heure que je travaillais avant chez le Défenseur des droits, et j'avais notamment travaillé sur les droits des gens du voyage. Et je me souviens d'une réunion avec un préfet
de très très bonne volonté, pas du tout un préfet fermé, qui avait vraiment envie d'améliorer les conditions et les droits des gens du voyage. Et puis à un moment, je lui dis assez naïvement, mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-dessus? On parlait en particulier de l'accès à l'eau et à la santé. Et il me dit, ah ben je ne les ai pas vus. Je dis, bah c'est peut-être bien quand même de leur demander quels sont les obstacles. Et il m'a dit, mais enfin, ils ne seraient pas objectifs. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire en fait de ne pas être objectif sur ses propres conditions de vie, mais en tout cas, je crois qu'on peut, sans avoir peur, accepter de parler à des gens qui sont concernés par les sujets qu'on traite, ou alors on leur fait une violence symbolique qui redouble celle qu'ils peuvent déjà vivre. Ensuite, il y a une autre question, c'est qui parle dans le musée, à qui est-ce qu'on propose de parler, qui sont les médiateurs qui racontent les expositions, qui sont les personnes qui viennent parler des expositions. C'est pas si facile, parce que les gens ils cherchent aussi du savoir dans les musées. On ne peut pas faire comme si toutes les paroles ou tous les points de vue se valaient. On essaye de travailler avec des chercheurs pour qu'ils nous aident à être le plus juste possible sur les sujets qu'on traite. Quand on fait une exposition, enfin notre exposition permanente sur l'histoire de l'immigration en France depuis l'Ancien Régime, on a 40 chercheurs qui ont travaillé là-dessus, et le point de vue d'un chercheur ne vaut pas le point de vue de la personne qui sur Twitter n'est pas d'accord, quoi. Donc il y a aussi évidemment cette première posture qui doit exister, mais en même temps, on doit accepter d'avoir des regards critiques, de pouvoir bouger, de pouvoir évoluer. On ne peut pas être sur quelque chose de statique. Aujourd'hui, très concrètement, les cartels au musée de l'immigration, on peut les enlever, on peut les changer. On n'a pas quelque chose qui est gravé sur le mur et qui serait une sorte de chose que personne ne pourrait jamais contester. Et donc peut-être, c'est là-dessus que je voulais finir, c'est sur le rôle. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir les musées? Pour moi, ça veut dire essayer d'en faire des musées qui soient partagés. Donc chercher les interventions extérieures, ça veut dire accepter d'être bousculé et dérangé sans perdre complètement de vue le temps long. Et donc moi, je me vois un peu comme directrice de musée, donc ce rôle que j'ai découvert, comme une équilibriste, donc avec des béquilles en ce moment, mais normalement d'ici quelques semaines, je n'en aurai plus. Et aussi comme une personne qu'on doit pouvoir déranger, qui doit accepter d'être dérangée, parce que c'est toujours plus facile d'être seul, mais on est toujours moins fort aussi quand on est tout seul. Et donc voilà, je vais terminer là-dessus avant d'être dérangée en direct. Je sais pas du coup si je... Ok, alors, comme ça, je me lance. En fait, j'ai peut-être envie de vous parler de ce Lucem parce que moi, j'ai eu la chance de l'ouvrir, enfin de participer avec toute une équipe à l'ouverture d'un musée national, ce qui est quand même une chance inouïe dans une vie professionnelle. Mais un musée, pour faire court, qui a été quand même ballotté dans des politiques culturelles un peu complexes. Et peut-être que j'aimerais ouvrir le débat et la proposition d'échange autour de l'histoire de ce musée. En fait, quand il a ouvert, il y avait une vraie question qui est son héritage. On devenait un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, et on venait d'une collection qui remonte à la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'un projet d'un musée d'ethnographie du Trocadéro qui va s'attacher en fait à collecter le folklore, notamment le folklore français. Donc folklore, c'est l'ensemble des savoirs du peuple. Et on va s'intéresser en fait à un patrimoine dont, à vrai dire, l'idée dans cet ensemble des savoirs du peuple, c'est un patrimoine dont même le peuple n'en veut plus. C'est-à-dire le moment où il rentre en musée, le plus souvent, c'est qu'il n'y a plus d'usage.
Et par exemple, un des premiers objets qui rentre dans le musée, je trouve que l'histoire est assez cocasse dans les archives, c'est un costume de mariée d'une femme de Kerfeunteun en Bretagne, qui n'est pas n'importe qui, c'est la femme du maire. Et les gens de l'équipe du musée d'ethnographie découvrent cette pièce, la trouvent splendide, demandent de l'acquérir, éventuellement même en payant, et la propriétaire dit non, j'ai 3 filles, elles se marieront toutes avec ce costume. Et un mois plus tard, il y a l'archive de madame qui dit en fait mes filles préfèrent la mode de Paris. Donc je vous donne en fait, et le costume rentre en musée. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très signifiant qui va véritablement en fait, inscrire l'histoire d'une politique d'acquisition à la base de ce musée d'ethnographie. Puis, comme le disait Pierre-Olivier Costa, le président du musée, on est aussi l'héritier d'un musée qui est le Musée national des arts et traditions populaires, qui lui est une décision en plein front populaire de faire un musée du peuple, un Louvre du peuple. Et la personne qui porte ce projet s'appelle Georges-Henri Rivière. Et il va dire véritablement vouloir donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et prendre un peu de distance avec le folklore. Dès les années 30, c'est le folklore, tout le monde s'arrache autour de cette question du folklore. Il veut en faire discipline, il veut en faire musée. Et en fait, il parlera de musée national des arts et traditions populaires, tant déjà en 1936, le mot de folklore est complexe et Vichy n'est pas encore passé par là. Ce qui fera qu'ensuite, on aura un vrai problème, notamment avec ce type d'héritage, du rapport que le musée avait entretenu avec des figures, l'artisan, le paysan. Et en revanche, la dimension portée par Rivière, c'est de vouloir véritablement... Aucun lien, hein, juste... Ah oui, mais vous avez beaucoup de chance. Et donc, en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, dans ces années 30, c'est quand même un musée qui naît sur le papier en 1936, mais qui ouvrira ses portes en 1972. Alors, on dit souvent en comparaison que le Centre Pompidou a pris 7 ans et ouvre en 1977, et ce musée national des arts et traditions populaires, lui, a une très longue gestation, finit par ouvrir et finalement, tout au long de son processus d'acquisition, va aller sur des terrains où il y a une mutation, principalement terrains ruraux pour commencer, ensuite aussi de l'urbain, sur des savoir-faire en fait aussi qui disparaissent. Sur l'environnement même urbain, notamment les boutiques voilà, qui changent les enseignes, etc. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le musée a aussi toujours réagi avec son temps. Et c'est ça que je trouve intéressant entre la réaction à la perte, à l'envie en fait de transmettre un patrimoine commun dont peut-être demain on aura besoin, et en même temps de réagir toujours sur le vif. Alors ça commence bien évidemment en 1936 quand le musée est créé avec une étude sur les grèves ouvrières. En 1945, c'est un objet que je trouve très fort, c'est un petit cercueil qui fait 40 cm mais qui a été donné par la sœur de Paul Rivet, Paul Rivet étant le directeur du musée de l'Homme où s'est créé le premier réseau de résistance en France. Et en fait, ces petits cercueils, c'était des objets envoyés par les résistants au collabo. Et là aussi, il s'agit de dire on va patrimonialiser pour que, en fait, on n'oublie pas. Et pareil, mai 68, Rivière part dans tout l'école des beaux-arts de Marseille, de Paris, collecter les affiches de mai 68. Et en fait, ça n'a cessé d'être malgré tout une réaction aussi à ces objets très chargés d'histoire qui pour nous sont aussi un héritage très fort. Et donc, pour en revenir au MUSEM, en fait, cette collection héritée, il n'y avait pas du tout une évidence en fait, au moment de son ouverture, et du coup, il y a eu finalement une part assez infime de la collection qui a été présentée en 2013. En revanche, on n'a pas du coup ouvert les collections du musée, mais les réserves de ce musée. Et ça, je dois dire que ça faisait partie dans la réflexion d'une histoire institutionnelle, je trouve, extrêmement intéressante, de se dire, en fait, on va chercher aussi à une forme de diffusion qui ne va pas être, en fait, une forme d'exposition,
mais une forme de présentation de la collection comme elle est conservée en réserve. Et c'est comme ça qu'on a expérimenté depuis maintenant plus de 10 ans aussi, finalement, ce qui est aussi une vraie mission de service public qui a amené à plein d'autres choses que la forme exposition. Et on pourra peut-être en reparler aussi si ça vous intéresse. En tout cas, depuis effectivement un an, elle est sortie des réserves dans l'exposition populaire point d'interrogation. Et elle est également sortie en masse pour la première fois sur un sujet qui nous est cher, la Méditerranée, dans l'exposition qui a ouvert en juin, qui s'appelle Méditerranée, avec un S au pluriel, invention, imaginaire et représentation. J'oublie le sous-titre, mais qui a aussi cette envie de partager sur, déjà, de la mettre au cœur du sujet Méditerranée, et de comprendre en fait comment ce sujet Méditerranée vu sous l'angle des musées de la collection, c'est aussi un regard croisé en fait d'artistes et d'ethnologues sur lequel on peut revenir parce que c'est un héritage commun que l'on peut aussi déconstruire. Parce que la Méditerranée, elle avait existé dans aucun musée, c'est-à-dire au musée de l'homme. Au contraire, c'était une frontière entre des salles consacrées au département Europe et des salles consacrées au département Afrique. Donc aujourd'hui, travailler en fait aussi sur l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. Quand on travaille au MUSEM, c'est le regarder du point de vue de la France et de l'Europe, quand même pour beaucoup. Et donc c'est véritablement aussi comment partager la parole sur ce patrimoine constitué par les musées français sur la Méditerranée. Et donc justement en termes de médiation et autres, on a envisagé plusieurs leviers pour essayer de donner le maximum d'éléments et regards critiques aussi dessus. C'était long comme introduction. Bon, je vais essayer de réagir. Je me suis beaucoup demandé comment faire le lien entre, j'ai entendu populaire, artiste, qui sont des termes qu'on entend très souvent dans ce genre de débat. Alors, moi peut-être que je repartirais des publics, puisque le sujet c'était aussi culture pour tous, je crois, et la grande illusion, ouvrir les musées, la grande illusion, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, dans mon travail, je passe souvent après les statisticiens des établissements culturels publics, et je vais aller interroger les personnes qui ont... Et quand on travaille vraiment de manière... On prend le temps d'écouter ces publics qui sont souvent très forcés d'aller au musée, souvent les scolaires. Finalement, à la fin, on arrive toujours autour d'une déclaration qui ressemble à « ce n'est pas pour moi ». Donc ça, c'est un point de départ de mes approches. Et pourquoi ce n'est pas pour moi, en fait? C'est ça que j'essaie de comprendre dans mon travail. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a un point important, c'est de nommer cette culture institutionnelle, cette offre culturelle que j'appelle vraiment institutionnelle, avec un terme vraiment volontairement, j'emploie volontairement ce terme, pour la distinguer de la question de la culture et de l'accès à la culture. Et à partir de ça, dans mon travail, je propose déjà de battre en brèche une idée fausse qui est que les Français n'auraient pas accès à la culture. Sur tous les terrains que j'ai pu faire, l'analyse des pratiques, j'analyse surtout que tous les Français ont des pratiques culturelles. Alors qu'il n'ait pas accès à la culture institutionnelle, c'est un fait. Encore faut-il s'interroger pourquoi. Mais en tout cas, il est faux de dire que les Français n'ont pas accès à la culture. Tous les Français, dans tous les milieux sociaux, produisent quelque chose qui entre sous les définitions de la culture. Alors là, on a un deuxième problème, c'est que ce terme de culture, on ne peut plus l'employer au singulier aujourd'hui. Je pense qu'il y a un hiatus dans les politiques publiques et dans l'offre culturelle des musées, des institutions et autres, qui est fondée sur une définition réductrice de la culture, telle qu'elle a été évoquée ici. Une définition que je ne critique pas, et jamais je ne mettrai en cause la bonne volonté des professionnels ou un quelconque cynisme. Non, l'intention est louable. L'intérêt est grand de proposer des formes culturelles qui aillent toutes vers l'éducation, comme ça a été dit, l'éducation, mais aussi la connaissance. L'artiste, c'est celui qui nous fait voir le monde différemment. C'est cette définition de la culture qui est tout orientée vers la vérité, la connaissance,
une définition qui naît à la fin du XVIIIe siècle, hein, qui est théorisée par Kant et Hegel, qui est analysée par Pierre Bourdieu, par Schusterman ensuite, et qui est une définition bourgeoise, hein, qui est la définition de la bourgeoisie en train de se constituer au moment de la Révolution française, contre, le terme a été employé, le peuple vulgaire et l'aristocratie superficielle. Voilà, donc là, on a une tradition de la culture institutionnelle française qui remonte à très loin et qui fait dire à Malraux en 1959, au moment de l'inauguration du ministère de la Culture, que si la culture existe, ce n'est surtout pas pour que les gens s'amusent. Donc là, on commence à voir apparaître une définition de la culture à propos de laquelle on peut comprendre qu'elle n'intéresse pas tout le monde, bien qu'elle ait un intérêt. Le propos n'est pas de dire que ça n'a pas d'intérêt, au contraire, moi en tant qu'intellectuel, ça m'intéresse. Un nouveau propos sur le monde, comprendre, débattre, etc. Mais pour la majorité des Français, la culture, ce n'est pas ça. La culture, c'est beaucoup plus prosaïque. C'est l'accès à un moment hors du commun, extraordinaire, fondé sur, la notion a été employée aussi, le plaisir. Avant tout le plaisir. Autour de formes dont il est bien égal de savoir si c'est de l'art ou pas de l'art. Autour de formes à propos desquelles la question artistique est secondaire. Alors que dans la culture institutionnelle, on revient toujours sur ce propos. Voilà, donc là on est sur une définition que j'appelle apollinienne, bourgeoise, élitiste de fait, au sens très précis que je viens d'indiquer, et puis de l'autre côté, une définition beaucoup plus dionysiaque. Après, le monde n'est pas binaire. Hein, le monde n'est pas binaire, et cette vision un peu idéale typique que je propose est évidemment là, peut-être que l'ouverture des musées se joue à l'intersection, mais comme vous l'avez très bien dit, à l'intersection de ces combinaisons possibles autour de ces deux définitions. Et là, je pense que c'est à vous de prendre la parole. Peut-être deux mots de réaction. Déjà, je trouve ça très juste la manière dont effectivement il y a ces deux pôles-là, au milieu desquels en réalité on essaye de naviguer. C'est-à-dire que la culture dans une institution n'est pas que la culture institutionnelle, ou en tout cas on essaye, c'est ce que je disais quand j'essaie de parler des anticorps qu'on essaye de développer à ses propres tentations, et donc comment est-ce qu'on arrive à ne pas être la caricature de soi-même, et à s'ouvrir aussi à d'autres formes. Je voulais citer deux exemples que je trouve intéressants par rapport à ce que vous dites. Un qui est au Palais des Beaux-Arts à Lille, où à un moment le conservateur-directeur s'est dit qu'il fallait que les collections puissent être revues en mélangeant les codes culturels et justement à partir du plaisir ou de la joie que les visiteurs pourraient avoir, joie qui naît du décalage ou de la rencontre ou de la reconnaissance avec des éléments d'une culture qui leur sont plus familiers. Et donc il a invité, je ne sais pas, moi je crois, le créateur de Titoff à revoir toutes les collections. Il a travaillé avec des gamers, je ne peux pas vous citer leur nom parce que je ne connais pas, je suis désolée, mais il est vraiment allé essayer d'ouvrir ses collections, non pas seulement à d'autres regards, mais à d'autres formes culturelles. Et cette rencontre-là, elle a fait venir aussi d'autres publics. Et la deuxième remarque par rapport à ce que vous disiez au départ sur les scolaires, alors moi je trouve qu'on n'a pas assez de scolaires dans les musées, mais peut-être que des musées ont beaucoup plus de scolaires. Au Palais de la Porte Dorée, on a à peu près 600 000 visiteurs par an, dont la moitié qui ont moins de 26 ans. Donc je me suis dit, le nombre de gamins qu'on force à venir ici, c'est quand même fou. En fait, pas du tout. On a moins de 10% de scolaires, mais par contre, on a beaucoup d'enfants qui viennent à l'aquarium tropical qui se trouve sous le musée, voir les alligators et les piranhas, et que leurs parents traînent ensuite assez régulièrement au musée, où on essaye de leur apporter justement des outils et du plaisir pour qu'eux-mêmes puissent y voir quelque chose. Mais quand même, si vous venez à Paris voir la Porte Dorée, en dessous de 9-10 ans, pas certaine que les enfants y trouvent un plaisir de fou. Bref, tout ça pour dire que la question qui se posait pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les enfants qui viennent, dans le cadre d'une visite scolaire, ils trouvent du plaisir, ou en tout cas, ça je sais pas, mais un lieu dans lequel ils ont envie de revenir. Et ça, c'est le Louvre-Lens qui a travaillé là-dessus. Ils ont été encore plus loin dans l'imposition. Ils ont travaillé avec la ville et la région pour que tous les enfants de 5e
viennent, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois dans l'année, visiter le Louvre-Lens. Et l'effet que ça a, c'est qu'effectivement, à la fin de la première visite, les élèves ils disent « c'est pas pour moi ». En plus, le Louvre-Lens, il y a des expositions qui sont des expositions d'art très fortes, mais c'est quand même vraiment de l'œuvre d'art, pas forcément avec toujours le médium autour, etc. C'est vraiment la médiation humaine qui fait les choses. La deuxième fois, ils retrouvent, ils repèrent. Et puis la troisième fois, c'est chez eux. Et donc en fait, c'est ça aussi la question. C'est pas seulement être un lieu dans lequel on se divertit, mais c'est un lieu dans lequel on se sent chez soi. Et pour moi, c'est ça l'objectif final, en quelque sorte, de l'ouverture des musées, c'est de me dire que toute personne peut se dire parce qu'une chose l'intéresse, ou parce qu'il fait froid dehors et qu'il a envie de venir prendre un café, ou parce qu'il trouve que c'est plus agréable d'être dans un monument historique pour lire un bouquin ou pour faire ses devoirs qu'ailleurs, et bien ils se disent c'est un lieu dans lequel je peux me sentir chez moi. Alors moi j'ai l'impression que, en fait, nous concernant, c'est vrai qu'on n'est pas un musée de beaux-arts, on est un musée de société, et du coup il n'y a pas du tout le même rapport à la collection et aux objets, notamment parce que souvent les personnes qui peuvent être des visiteurs, qui peuvent être dans les réserves, dans nos espaces d'exposition, ont un rapport direct avec ce qui va être une question vraiment de questions anthropologiques, comment on boit, comment on se chauffe, comment on fait la fête, etc. Et les acquisitions que l'on fait sur des sujets, sur les cultures urbaines à partir des années 90, je pense au graphe, au skate, à la musique amplifiée, à ces expos qu'on a pu aussi lancer suite à des enquêtes collectes, comme celle sur le sida par exemple. Il y a toujours, en fait, dans la manière dont on va penser même les acquisitions, un modèle privilégié qu'on appelle l'enquête collecte, l'enquête de terrain, où c'est en fait la rencontre vers ceux qui vont être dans un rapport d'usage, de création aux objets qui peuvent nous intéresser, aux sujets ou aux terrains qui peuvent intéresser le musée. Et à ce moment-là, la plus grosse difficulté, c'est en plus de la collecte matérielle, finalement d'apporter toutes les ressources contextuelles et ce qui fait en fait chez nous qu'on a 330 000 œuvres à l'inventaire, mais 350 000 photos, 80 000 items de fonds sonores, 1 millier de fonds audiovisuels, des 500 mètres linéaires d'archives, parce qu'en fait la plus grosse difficulté c'est la collecte du patrimoine aussi matériel, des gestes et notamment de choses relatives effectivement à des dimensions immatérielles comme la langue, comme la danse, qui sont aussi à l'origine des sujets que le musée va étudier. Et donc à partir du moment où on va être dans cette démarche, on poursuit de plus en plus une réflexion sur le modèle même des expositions et la manière dont on peut les monter, pour essayer de le partager davantage. Et les 2 dernières expositions, je trouve, qui ont fait ce travail-là, qui prend beaucoup d'années en fait avant de voir le jour. Je pense notamment à l'exposition Barbalo, en fait, qui a été une exposition vraiment pensée avec toute la communauté romanie, qui est elle-même à la fois sujet enquêté et enquêteur, et qui devient aussi commissaire de l'exposition, au même titre que la collecte qui a porté ce projet dans le musée, ou bien encore celle « L'épidémie n'est pas finie », qui a reposé aussi sur un modèle complet de collaboration. C'est du coup pas simple, à vrai dire, ces modèles d'exposition. On fait beaucoup de regards un peu critiques et de bilans les concernant, mais je trouve qu'il y a là aussi dans l'ouverture du musée un partage même dans le fonctionnement, dans la méthodologie sur laquelle il faut aussi travailler. Et ça me semble être crucial si on veut continuer à être aussi un musée de société qui s'adresse, qui tente de s'adresser à tous. Justement, par rapport à ça, moi, je ne voudrais pas que mon propos soit compris comme une injonction à ouvrir le musée, qui est un fantasme politique, hein. Un espace public pour tous. Moi, j'en connais pas. J'en connais pas. Ils sont plus ou moins ouverts, certes, mais en effet, il y a un dispositif déjà architectural qui fonctionne comme une prise ou comme quelque chose qui fait peur, hein, un repoussoir ou une prise. D'un milieu social à l'autre, c'est compris complètement différemment, hein, pour les classes populaires en général. Je ne vais pas généraliser, mais
c'est un repoussoir du pouvoir, de l'expérience éducative malheureuse, de la prof de français qui vous oblige à aller voir Molière, vous voyez, mais là, transposé au musée. Donc il y a une vraie souffrance dans cette expérience. Alors, avec derrière aussi la croyance magico-lyrique qui consiste à penser que l'expérience esthétique, la relation avec l'œuvre va un jour faire un déclic chez un individu pour l'élever. Et ça, c'est une croyance qui s'avère... On prendra toujours l'exemple du fils d'ouvrier qui est devenu écrivain parce qu'il était élève au musée avec sa prof de français, mais c'est un exemple qui est très très rare, et au contraire, c'est plutôt un dispositif de domination sociale qui se construit dans cette expérience à l'école, qui se poursuit ensuite, et qui, ne va pas en tout cas vers une ouverture, mais plutôt vers la reproduction des peurs ou des peurs. Moi, je crois que je suis pas tout à fait d'accord avec ça, peut-être parce que j'ai envie d'y croire. Mais si je prends un champ qui n'est pas celui muséal, mais celui de la musique, on a quand même aujourd'hui des dispositifs qui fonctionnent assez bien, qui permettent par la découverte de la musique, qui est alors pour le coup une expérience qui peut être extrêmement forte et joyeuse et d'être dans quelque chose tout de suite de l'ordre d'un lien qui est fait à un autre univers non parlé et qui fonctionne hyper bien. Tout le travail qui est fait, qui a été fait avec l'Opéra Comique, qui est poursuivi avec la Philharmonie à Paris et qui doit exister à plein d'endroits du territoire, de faire en sorte que la découverte musicale, elle puisse se jouer pour tout le monde. Évidemment, sur une classe, s'il y a deux enfants qui sont attirés par la musique et qui vont avoir ensuite de faire du chant ou alors de la danse, il n'y a pas de raison pour que la danse classique, par exemple, ça ne plaise qu'aux enfants des bourgeois. Enfin, ça n'est pas que de la reproduction sociale. La danse devrait pouvoir plaire à beaucoup de gens. Et d'ailleurs, on se rend compte que quand il y a des vraies tentatives suivies de permettre à des gamins de faire de la danse classique très tôt, en dehors de l'injonction parentale ou de la capacité à aller au conservatoire local, ça marche en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est pas que ça marche à tous les coups, et d'ailleurs c'est bien normal. En revanche, quand à l'école primaire, la seule danse que peuvent faire les enfants, c'est du hip-hop, en fait, ils ne connaissent que le hip-hop, et ceux qui veulent faire de la danse classique, ils ont eu intérêt à être dans les bons parcours très très tôt, parce qu'à 12 ans, souvent, il est quand même trop tard. Donc, il y a aussi, pour moi, et c'est là qu'il y a un point de vue politique, c'est ce que vous disiez, une ambition qu'on doit avoir d'ouvrir les possibles pour tout le monde. Et puis, c'est possible... C'est des possibles, donc il y a plein de gens qui s'en saisissent pas, et c'est pas grave qu'il y ait plein de gens qui s'en saisissent pas. En revanche, on ne peut pas renoncer à cette responsabilité qui est de faire en sorte qu'on ne mette pas des barrières supplémentaires pour des gens qui pourraient trouver un intérêt ou du plaisir à passer de l'autre côté. J'ai envie d'aller dans le même sens parce que forcément on est très envieux d'avoir conscience qu'il faut essayer en tout cas d'ouvrir et de se rapprocher. Tout ce qu'on dit sur le fait d'avoir un conseil des noms publics, en fait d'essayer d'avoir des expériences aussi multiples et possibles. En tout cas, c'est vraiment ce qui anime et ce qui donne du sens à une mission de service public, parce qu'on est quand même, à mon sens, tenu et poussé par essayer justement de poursuivre cette logique d'élargissement. Et pourquoi? Alors, j'ai envie aussi d'évoquer des champs, des possibles, des expériences conduites. En fait, là aussi, c'est s'appuyant bien évidemment sur des exemples du MUSEM et de cette collection qui... dont je crois vraiment la richesse et j'ai envie de la défendre. On a fait par exemple tout un exercice avec des étudiants de lycée agricole de la région PACA. Et pourtant, on a des instruments agricoles qui vont plutôt traduire d'anciens modèles, puisqu'on n'est pas du tout passé au tracteur et compagnie dans les collections. Mais en fait, ce qui a été très stimulant, c'est dans cette rencontre qui s'est ensuite cumulée par la rencontre dans les réserves du rapport au geste et à une lecture véritablement de l'apport des collections sur un métier en devenir aussi qui est
à mon sens, aussi une vraie réflexion en cours aujourd'hui dans les lycées agricoles. Et ben, cette expérience-là aboutit sur le territoire avec plusieurs musées partenaires en région, justement à des expositions qui faisaient aussi des portraits d'agriculteurs d'aujourd'hui, et eux sont en projection pour ceux de demain. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est-à-dire comment à un moment la collection elle peut être prise par plein de bouts. Et finalement, curieusement, je voulais parler justement de cette ouverture de la collection et des réserves. On se rend compte justement que les réserves sont le lieu presque du premier pas des non-publics, parce qu'on travaille beaucoup avec les scolaires et peut-être effectivement qu'ils sont en tout cas un peu obligés pour certains, mais en fait plus généralement parce qu'on a considéré que sur le modèle de la bibliothèque, qui faisait la demande pouvait voir la collection. Et en fait, on n'avait aucune idée du nombre de demandes qu'on recevrait, et en bilan, je veux dire que c'est là où il y a le plus de valorisation annuelle de la collection, c'est par des demandes de particuliers qui sont en fait dans vraiment de proportions équivalentes entre des chercheurs qui sont donc finalement en proportion, des professionnels, certes également en proportion, mais le reste, ça va être en fait des étudiants qui font ça vraiment dans une démarche de relecture aussi de leur métier, et en particulier là, des architectes, des designers, des étudiants en mode, etc., qui voient dans la collection quelque chose qui avait été vraiment défini à son origine pour constituer ce patrimoine, qui était, je trouve, très bien dit au moment de l'ouverture du musée par Claude Lévi-Strauss, qui en fait donc évoque la collection comme une espèce de vivier en fait à garder en fusion, un métal du coup qui est en fait effectivement encore une fois des choses qui disparaissaient liées à tout un savoir-faire et des savoir-faire multiples qu'on a très largement en fait aussi fait disparaître au cours de ce XXe siècle, et dont la nécessité qu'à un moment on y revienne dessus soit possible. Et là, en fait, c'est cette proportion, en effet, d'artistes, de designers ou de jeunes étudiants vraiment en train de réfléchir à leur pratique aujourd'hui, de penser, en fait, alors, vraiment des parcours très différents, mais leur pratique professionnelle en s'appuyant, en fait, sur ce patrimoine constitué par le musée. Je le trouve très intéressant, en fait. Et pour finir, les expériences, par exemple en réserve, ça va être des moments où on va simplement s'interroger ensemble sur l'art de se chauffer, par exemple, dans un moment où la question de l'énergie, on en entend tout le temps parler, et on est confronté à des tonnes de bouillotte. Et ben la bouillotte, ça va être un moyen très pratique juste de se dire mais comment en fait on se chauffait avant, comment on vivait, etc. Et ces points d'ancrage font toute la force de cette collection, pour en finir, où je ne crois pas qu'il y a de discours tant possible, en tout cas dans le musée, surplombant, en disant on va vous expliquer une histoire, où en fait on n'a tellement finalement pas une seule discipline dans ce musée, mais au contraire un carrefour de disciplines, où au final toute parole et celui du praticien vaut tout autant celui d'un chercheur, vaut tout autant, et en fait je pense que la multiplication des regards et la manière dont on peut du coup aussi les transmettre dans le musée, c'est un exercice sur lequel on a encore beaucoup à faire, bien évidemment, mais dans ces expérimentations, ils montrent à quel point ils sont tous utiles, et cette collection, par la multiplicité des regards qui y seront portés, et pas qu'un historien de l'art populaire qui existe quasiment plus en France, parce que très peu de personnes s'y intéressent, objectivement, c'est pas le seul angle d'approche. Voilà. Bon. Moi, je trouve que vous allez dans mon sens, c'est-à-dire que vous prenez la musique classique comme un exemple qu'on prend systématiquement dans ce genre de cas. Dans la moyenne d'âge, des publics n'évoluent pourtant pas, bien qu'il y ait tous ces dispositifs. La moyenne d'âge ne cesse de s'accroître. Elle est aujourd'hui à 61 ans. Il y a de moins en moins, il y a 6% de la population qui vont... donc malgré tous ces dispositifs de médiation, les publics disparaissent. Donc, bon, je viens entendre que ça fonctionne, mais j'ai quand même quelques doutes. Et par ailleurs, on revient toujours dans cette logique éducative, alors qui est tout à fait neuve, de service public. Mais la question que je pose en début de mon intervention, c'est quid de la prise en compte des pratiques majoritaires de la population française dans vos établissements? C'est-à-dire des pratiques qui ne sont pas fondées, une définition de la culture,
qui est en général celle de la culture institutionnelle, des pratiques qui ne sont pas fondées sur l'accès à des objets symboliques socialement valorisés du domaine des arts et des lettres, mais des pratiques qui sont fondées sur l'accès à une expérience esthétique culturelle qualifiée par le plaisir, une dimension physique et finalement une manière d'être en commun qui est hors du commun. Non, là-dessus, moi, je voudrais quand même dire vous ne répondez pas complètement à ce que je disais. Ce que je dis, c'est pas que ça marche forcément, c'est qu'on doit continuer à se donner l'ambition que toutes les formes de culture puissent être accessibles à tout le monde. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande facilité, disons, à rendre accessibles les formes qui seraient peut-être qualifiées de formes populaires, encore que je pense qu'il y a des formes de culture qui aujourd'hui, par exemple, si on pense à un certain nombre de pratiques musicales qui naissent en banlieue, elles mettent du temps avant de se diffuser, mais elles se diffusent aussi assez largement, et je ne vois pas pourquoi, et je pense même que ça serait dangereux, parce que en réalité, il y a des gens qui ont intérêt à ce que la musique classique, elle reste avec un public qui ne bouge pas, parce que c'est aussi une manière de continuer à créer un entre-soi, un code qui permet de se reconnaître extrêmement facilement, et que d'élargir trop largement, ça crée aussi une espèce de trouble social où on ne sait plus si vraiment on appartient à cette même bourgeoisie qui a été dans les mêmes écoles, qui a suivi les mêmes cursus, qui a été dans les mêmes théâtres, etc. Et donc, il y a aussi des gens, je pense, qui ont un intérêt objectif à ce que ça ne s'ouvre pas. Moi, je pense qu'un responsable d'institution publique culturelle aujourd'hui ne peut pas ne pas se poser cette question. Et je vais venir à ce qu'on fait dans les musées, mais typiquement, quand à l'Opéra de Paris, il y a du voguing sur la scène, ça crée aussi un trouble et une ouverture sur la scène même de l'opéra, trouble même d'ailleurs tellement fort que Le Monde titre Les Sauvages entrent à l'opéra, comme si tout d'un coup ça devenait quelque chose de presque insoutenable. Donc c'est compliqué en fait, mais moi je ne peux pas penser qu'on devrait se dire bon bah après tout restons dans une forme de culture bourgeoise et dans un entre-soi bien confortable, et n'essayons pas d'ouvrir davantage. Une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, je suis bien d'accord. Et donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on fait dans le musée, si je reprends un des points qu'a évoqué Marie-Charlotte tout à l'heure, au musée d'histoire de l'immigration, toute une partie de nos collections, c'est des objets qui nous sont donnés par des personnes immigrées ou de leur propre histoire ou de leur histoire familiale, et on travaille de plus en plus avec des collectifs, des associations et des personnes qui vont nous amener à renseigner des histoires. Par exemple, on a un travail avec aujourd'hui Afghan Voices for Hope, on a eu un travail avec SOS Méditerranée, avec l'Aquarius, et eux nous amènent aussi à faire entrer dans le musée, non pas comme visiteurs, mais comme personnes participant, ce que vous disiez tout à l'heure, à la collection du musée, des personnes qui n'y seraient pas venues. Donc ça, c'est une manière de faire. Il y a aussi d'autres manières de faire. Quand on fait, par exemple, si on prend l'exemple des enfants, on fait tout un été au Palais pour les enfants d'Île-de-France qui partent pas en vacances. On essaye de faire quelque chose qui va ressembler à des vacances pour eux. Donc, ils ont du cirque, un pique-nique, des jeux autour des collections. Enfin, on essaye de s'adapter au public. On n'est pas complètement figé comme ça à leur dire bon, bah alors, à la fin, tu vas sortir et tu vas devoir répondre aux 10 questions pour montrer que tu as bien suivi l'exposition. Et puis, il y a tout le travail qui est fait aussi dans les lieux du musée qui ne sont pas les lieux d'exposition, pour permettre à des collectifs, ça peut être des collectifs d'artistes, ça peut être des musiciens, on a beaucoup de concerts de techno par exemple, qui amènent un tout autre public, et ça c'est parce qu'il faut bien qu'il y ait un avantage à être un musée en périphérie de Paris et non pas dans le centre de Paris, on n'a pas de voisins, donc on peut faire des bruits. On a aussi toute une programmation de cinéma, on avait des dessins animés, des avant-premières de dessins animés, extrêmement populaires, extrêmement grand public. Et donc, on essaye aussi d'avoir une programmation qui mêle les différentes pratiques artistiques et culturelles. Après, est-ce que la personne qui est venue voir un dessin animé, elle a, à la fin du jour, été émue par l'œuvre de Zineb Sedira ou Barthélémy Togo? Je ne sais pas, mais à la limite, peu importe. Moi, je crois aussi dans
à la fois dans la force d'une forme de pluridisciplinarité et de déhiérarchisation des arts, et ça c'est véritablement au cœur de la politique en fait, de programmation du musée. C'est pour ça que je trouve que c'est la force de ce MUSEM, c'est d'avoir ancré vraiment cette interdisciplinarité, cette déhiérarchisation des arts au cœur de sa programmation. Ensuite, je crois que c'est des sujets aussi qui sont traités, qui montrent en effet un panel de possibles entre effectivement la nécessité forcément d'avoir ici, il y a une attente, on est implanté à Marseille, la mer est là, d'avoir une exposition sur les Méditerranées. Ça me semble simplement être un cas intéressant pour comprendre finalement le sens de cette pluridisciplinarité nécessaire, mais en fait, on est quand même sur une démarche de renouvellement permanent, c'est-à-dire d'avoir essayé de dire que le musée fallait qu'il réagisse aux actualités. Il fallait aussi qu'il ait une programmation qui ne soit pas déconnectée de la société dans laquelle on vit. Et donc, on est quand même un musée qui forçons des formats très multiples d'expositions temporaires qui ont amené à faire rentrer quand même vraiment, et c'est peut-être là un contre-exemple, mais des choses dont l'idée que ça rentre en musée n'avait absolument aucune évidence. Et je crois que pour lire dans les archives cette histoire des collections, moi ça me semble être une démarche, et j'inviterai peut-être aussi à vous entendre là-dessus, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui conserver pour demain ? Et ça, c'est souvent faire acte qu'il y a un patrimoine qui va être perdu, a priori, et qu'il y a un seul musée en général pour aller le chercher, ça va être soit ce musée national des arts et traditions populaires, soit nous. Et donc quand on le défend en lui donnant un statut de collection inaliénable, imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais s'en séparer et on ne pourra jamais le vendre, donc c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une charge quand même sur une collection et une responsabilité en fait d'entrer en collection. Or, cette responsabilité, elle a été toujours un défi. Quand en fait sont rentrés les premiers skates dans les collections du musée dans les années 90, moi je trouve que c'était une super idée, comme c'était une super idée de s'intéresser à l'épidémie du sida et de faire rentrer des objets qui n'ont aucune évidence qu'on leur donne le même statut que la Joconde. Et ben, c'était un tour de force de cette équipe d'arriver à dire si c'est important, c'est un patrimoine dont il faut que des générations aussi aient accès et ça va arriver plus vite que prévu. Et ça, par exemple, les gens ont beaucoup contribué à ça en faisant rentrer des objets comme la guillotine donnée par Badinter l'année même en fait où est décidé l'arrêt de la peine de mort. Il le dit en disant on n'est pas prêt à l'exposer tout de suite. En revanche, il faudra un moment le réexposer, ça pourra redevenir un débat public et il faudra peut-être rappeler aussi qu'est-ce qui a été traversé par cette société et les luttes qui ont été les siennes pour arriver à la fin de cette peine de mort. Et ben, je trouve que c'est intéressant ce rapport au temps, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a bien évidemment le public d'aujourd'hui et celui qu'il faut essayer, et je pense continuer à essayer d'accepter, sachant que pour aussi s'adresser à tous, il faudrait sans doute que les équipes de musées, et ça ne nous appartient pas ici, mais dans les formations, il est évident dans l'Institut national du patrimoine qui va faire sortir les conservateurs du patrimoine qu'on ne peut pas dire avoir une très grande diversité d'origine sociale et autres. Et ça, je pense que c'est une question qui est en fait comment faire évoluer aussi cette accessibilité à ces métiers du patrimoine. Et pour ce faire, alors certes, dans chaque année d'entrée à l'INP, il va toujours avoir ces contre-exemples en fait de simplement quelqu'un qui est venu conservateur archive parce qu'à un moment sa classe l'a amené à l'archive municipale du coin et une passion est née et c'était pas du tout censé être une vocation. Et ces contre-exemples, même bien minimes, je crois qu'il faut continuer en tout cas à se permettre de les créer, ces nouvelles vocations et cette diversification aussi des équipes même qui travaillent dans les musées et les institutions culturelles.
On va prendre des questions, on a encore un peu de temps. Si vous avez des questions, il y a des micros qui circulent. Bonjour, du coup j'ai 2 questions, je vais essayer de faire vite. On a abordé le fait de se divertir par la culture, de s'approprier l'espace, de se sentir représenté et tout ça. Et du coup j'ai pensé, est-ce que c'est pas ouvrir les musées, c'est pas aussi changer la posture du public, peut-être le rendre actif. Par exemple, la Cité des Sciences, elle permet au public d'être très actif. Il y avait Parfum d'Orient qui était à Lima où le public sentait par exemple, et ça avait attiré des populations beaucoup plus diverses. Donc voilà, la première question c'est est-ce que ouvrir les musées, c'est pas changer la posture du public et le rendre actif? Et la deuxième question, elle questionne l'idée même d'ouvrir les musées. Est-ce que pour ouvrir les musées, il ne faut pas aussi un public qui a une disponibilité mentale et temporelle? Est-ce que c'est pas un peu utopique de se dire que les gens ont tous le temps et l'énergie et la disponibilité d'aller se divertir au musée ou voir des films? Voilà, donc 2 questions un petit peu... Bien sûr. Ouais. C'est une question qui m'avait déjà été posée à Aix il n'y a pas longtemps, sur le fait d'être ouvert et disponible pour des pratiques culturelles, alors que je viens de dire au début que les personnes ont déjà leurs propres pratiques, donc aller vers d'autres pratiques, et donc c'est souvent une invective, une injonction qui est faite à des personnes en situation précaire, socio-économique précaire, hein, ceux qu'on appelle pudiquement les non-publics, un terme qui ne veut absolument rien dire, puisqu'on est tous non-publics de 99,9% des spectacles. Donc ces personnes à qui on dit d'aller se former, voilà, ont déjà des soucis de vie quotidienne qui sont déjà très importants. Donc voilà, on s'adresse à une partie de la population, souvent qui a déjà ses propres pratiques, donc sur en effet une expérience esthétique culturelle fondée et très orientée vers le divertissement, mais qui n'en a pas pour autant, qui a pour autant a une dimension esthétique, hein, je tiens à le préciser, même si elle n'entre pas dans les hiérarchies légitimes. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne question en effet, et j'ai pas de réponse, hein, mais je tenais à la souligner de cette manière. Alors moi, je voudrais préciser une chose, c'est que l'obligation d'ouvrir, elle repose, de mon point de vue, sur les musées et pas sur les visiteurs possibles. Et je pense que, enfin, je le ressouligne parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Il n'est pas question, quand on dit qu'ouvrir les musées est une ambition, de confondre avec l'idée que notre ambition serait que tout le monde aille au musée, ou aime les musées, ou se sente heureux dans les musées. Il est tout à fait possible de ne pas avoir ni le temps, ni l'envie, ni le plaisir à la fin de la visite quand on l'a fait dans un musée, et c'est pas grave. En revanche, je crois que notre responsabilité, c'est de faire en sorte, et j'en viens à votre première question, c'est de faire en sorte que personne qui à un moment pousse la porte d'un musée pour X ou Y raison puisse ne pas s'y sentir légitime, ne pas y trouver quelque chose qui pourrait l'intéresser, ou y voir une forme de violence institutionnelle redoublée parce qu'il ne se retrouverait pas dans ce lieu dont on dit qu'il est comme un objet culturel symboliquement très important et où lui se sentirait exclu. Mais ça n'est pas, ça c'est notre responsabilité. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le public actif. C'est quelque chose sans doute de notre temps et de nos générations. On est incapable maintenant de plus avoir un téléphone dans la main, de faire un truc et puis autre chose en même temps. On est en permanence dans une activité et donc se remettre en position de passivité est devenu quelque chose de très difficile. Et il faut en tenir compte. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais rester 1h30 passif à lire et regarder est quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'a été à un moment où on avait cette habitude-là. Et donc, tous les musées, je pense, aujourd'hui, pensent leurs expositions, alors pas forcément avec autant d'ingénierie ou de facilité qu'à la Cité des Sciences, où on imagine des formats qui impliquent le public, mais il y a plein de manières de le faire, avec des questionnaires, avec des jukebox, avec des jeux qui sont faits avec des âges différents, et avec des questions qui sont posées, avec une possibilité aussi de participer à l'exposition, et parfois à ses déploiements sur Internet. Enfin, voilà, il y a plein de manières de faire, et oui, je pense que c'est une des manières, disons, qui fonctionne pour essayer de tenir le visiteur en haleine, en quelque sorte. C'est une question qu'on se pose, à vrai dire, tout le temps, de rendre en effet le public actif, et comment, et
par quel dispositif. En tout cas, ça c'est vraiment tout l'enjeu de la muséographie dans les musées et les musées de société, je reviens sur ce sujet, c'est de poser la question de rendre le vivant autour des objets. Et c'est vrai qu'on a dans notre héritage, en fait au sens MUSEM, celui, je vous disais, de Georges-Henri Rivière, qui a été celui qui a porté vraiment cette discipline, qui est un peu le père de la muséographie, et qui en fait venait du monde du spectacle vivant. Et il a tout développé, en fait, une muséographie qui était une rencontre entre un enjeu d'éducation et un enjeu de spectaculaire. Et donc, il y avait cette idée de remettre les objets en situation d'être portés, utilisés, etc. Donc, tout un jeu par exemple, de fil de nylon qui permettait de donner l'impression, par exemple, autour des instruments de musique, que c'était comme si chacun d'entre eux était joué par un jazz band à un moment. Et ça, c'est quelque chose qui nous reste. C'est-à-dire comment essayer de rendre ce vivant dans le musée et comment en fait le traduire et comment rendre cette expérience. Et je suis un peu parfois dubitative sur en fait rendre toujours actif. Je crois qu'il faut aussi trouver en fait des équilibres et s'interroger sur la forme expo pour justement faire de l'exposition une expérience de quelque chose qui n'est pas celle d'être forcément ailleurs, sur un autre endroit, qui peut être un documentaire, qui peut être... voilà. Et en revanche, je pense que vous pouvez jeter un œil dans l'exposition populaire où effectivement il y a plein de points d'arrêt pour expérimenter en fait quelque chose autour des différentes sections de l'exposition. Ce qui effectivement est une démarche en effet pour rendre actifs et réinterroger ces objets simplement en les prenant, les utilisant, en les regardant autrement que derrière une vitrine. Et c'est toute la problématique dans les musées. C'est effectivement un enjeu de sécurisation des œuvres et de code muséographique qui fige un peu en fait et qui ne permet pas l'usage là où on essaye de traduire. Donc en fait c'est de longs débats et de longues expériences, pas toujours réussies sur la manière de restituer le vivant au musée. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ? Je m'adresse plus particulièrement à la directrice scientifique et des collections de MUSEM. Je vous ai vu vous réjouir de votre travail sur le sida. Alors là, j'interviens en tant que membre d'ACTUF, ACTUF Marseille, ACTUF Paris. J'aurais une question à vous poser, parce que nous avons débattu entre nous. Moi, je suis un survivant du sida. Vous avez touché la question de la mémoire. Je suis ici aussi parce que je suis historien, je suis antiquisant, helléniste. Quelles ont été les règles de votre collecte, madame ? Les règles ? Oui. Les méthodes de collecte, alors, c'est l'enquête sur le sida a commencé à la fin des années 90, début des années 2000, portée par deux sociologues qui... Non, madame, je ne vous demande pas un travail d'histoire, je vous demande comment vous avez constitué votre exposition. Parce que nous avons été très en colère, nous nous sommes sentis totalement exclus par cette exposition. Alors, vous n'avez pris contact avec aucune personne qui s'est inscrite dans l'histoire et justement dans la maladie du vivant. Alors, il y a eu 4 ans de préparation de cette exposition qui avait abouti à diverses journées qui étaient ouvertes. Monsieur Broca, qui est sociologue, qui a même fait sa thèse sur le sida, qui est membre d'ACTUF, m'a dit qu'il n'y fait personne, on avait des Marseillais. Plusieurs représentants d'ACTUF qui étaient des donateurs, donc on les connaît, qui avaient été associés à des groupes. Le président d'ACTUF, un des présidents fondateurs, Hugues, m'a dit qu'il n'avait pas participé à l'élaboration de cette exposition. Je ne vais pas, je n'étais pas commissaire. Je vous coupe parce que votre question est sans doute très intéressante, monsieur, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'objet du débat qui nous... Oui, c'est ouvert à la musée. Je veux bien non, pardon, je veux bien vous en parler, en tout cas, bien sûr, tout à l'heure. Le débat, c'est ouvert à la musée, et nous avons le sentiment d'être exclus.
Et notamment les personnes qui sont encore touchées de nos jours par le sida, en PACA, sont nombreuses, cela se multiplie, l'épidémie n'est pas finie, et il y a beaucoup de migrants aussi, qui à mon avis ne sont pas venus au musée. Alors, il y a eu tout un travail fait, en tout cas, voilà, pour expliciter peut-être plus largement à l'auditoire la formule de cette exposition sur le sida. Elle avait été le fruit de 4 ans de préparation d'ateliers avec différents représentants d'un réseau, alors via notamment les associations militantes, via des personnes représentants du milieu de la recherche sur ces typologies, sur ce sujet en particulier, et aussi beaucoup d'acteurs locaux, notamment le planning familial et autres, qui avaient fait des groupes de travail autour de cette question. Et il y avait cette tentative d'un commissariat de mémoire où il y avait 8 personnes. Donc, écrire un projet à plusieurs, il faut imaginer la difficulté quand même de l'exercice. Et je dois dire que quand vous parlez des bilans de ces expériences, j'entends qu'ils peuvent être mitigés, que tout le monde n'a pas été trouvé ou n'a pas pris la parole. En tout cas, c'était une tentative qui aboutit peut-être presque aussi dans le sens de ce qu'a dit monsieur, à de la déception. Parce qu'à essayer de laisser la parole à tout le monde, peut-être que tout le monde ne s'est pas retrouvé dans la même proportion de ce qu'ils auraient aimé avoir comme parole. En tout cas, moi, je dois dire que pour l'avoir suivi un peu de loin, l'exercice d'être dans cette tentative d'ouverture et de projet commun sous la forme d'exposition jusqu'à son catalogue a été en effet une expérience qui a activé toute l'équipe du département de la recherche et les multiples commissaires de cette exposition qui s'appuyaient sur un travail qui remontait au début, donc je le disais, des années 2000 et qui déjà en fait était pointé comme étant trop faible. Et je crois que cette lecture très critique qui a été faite à l'époque par les 2 personnes qui avaient déjà lutté à faire rentrer ce patrimoine n'était pas toujours très juste. Comme je peux entendre que ce projet d'exposition n'a pas peut-être été à la hauteur de l'attente de tout le monde, mais en tout cas, il avait pour ambition d'essayer, en tout cas, de faire au mieux dans cette pluralité, pas toujours facile donc, à avoir. Moi, je voudrais ajouter un mot sur ce sujet que je ne connais pas directement, mais il y a une vraie complexité sur la question de la constitution des collections. J'évoquais tout à l'heure, sous une autre forme, un des fonds du musée d'histoire de l'immigration, témoignages et sociétés, donc des objets qui nous sont donnés et qui témoignent de parcours de vie migratoire. Un constat qu'on a fait et qui est partagé par la responsable des collections, c'est qu'on a une surreprésentation de parcours migratoires ayant donné lieu à des success stories ou de personnes qui sont à la fin de ce parcours extrêmement intégrées et une beaucoup plus grande difficulté à pouvoir rendre compte de parcours migratoires qui sont extrêmement divers et parfois extrêmement difficiles avec des personnes qui sont typiquement pas des personnes qui viennent dans les musées et donc encore moins qui viendraient confier les objets les plus importants pour témoigner de ce qu'a été leur vie ou celle de leur famille à une institution. Et donc, on est en permanence pris en étau entre ce souci qu'on a d'essayer d'être les plus ouverts possible dans la représentation du monde et une réalité qui nous échappe et qui est extrêmement têtue, qui est que ceux qui se battent, alors parfois ceux qui se battent socialement, parfois pour leur vie, de manière militante ou de manière individuelle, leur premier souci n'est pas d'essayer d'aller de raconter leur histoire dans des musées, leur premier souci est d'essayer de faire gagner leur cause. Et donc nous, on doit à la fois essayer de s'ouvrir, mais en même temps être extrêmement modeste, notamment face à des combats qui se jouent encore aujourd'hui, et sur les questions migratoires, sur les questions, on en a parlé, mais sur les questions, on n'a pas parlé, mais sur les questions postcoloniales, on est encore au cœur de débats qui sont très vifs,
et ça nous impose d'essayer de leur faire une place, mais aussi d'accepter d'être contestés dans les limites de ce que peuvent être nos actions. C'est pas forcément toujours très agréable, mais c'est ce que j'ai essayé de dire à la fin de mon propos, c'est que on doit accepter d'être dérangé, parce que si on se met à un endroit où on n'est plus jamais dérangé, ça veut dire qu'on ne se met plus en risque et qu'on ne fait plus grand-chose. On va prendre une question, une dernière question. Oui. Bonsoir. Voilà, moi je ne suis pas philosophe, je ne travaille pas dans les musées, je suis simplement quelqu'un qui apprécie d'aller au musée. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était vous qui étiez déjà directrice, Mme Rivière, de l'exposition sur les artistes du XXe siècle qui ont immigré en France et qui ont... Paris élu par ailleurs. C'est ça, enfin, il y a un an ou 2 ans, enfin, c'était une exposition que j'avais vraiment appréciée. Et puis j'apprécie aussi à chaque fois que je viens à Marseille, puisque je suis lillois, je vous remercie d'avoir... C'était le musée des Beaux-Arts de Lille et puis le Louvre-Lens. Et en fait, moi, je voulais simplement dire que je trouve que le travail des musées en France particulièrement, parce que je vais aussi voir les musées en Hollande, en Belgique, etc., en Allemagne, je trouve que vraiment, il se passe vraiment des choses fantastiques dans les musées. Enfin, c'est pas vraiment une question que je voulais dire. Et puis, je voulais vous rassurer aussi sur le public. J'ai passé mon après-midi ici, là, à visiter les 2 expositions temporaires. Et donc, il y avait un groupe de lycéens. Et dans ce groupe de lycéens, il y avait 2 garçons qui s'étaient un peu isolés du groupe. Et j'écoutais un peu ce qu'ils disaient entre eux. Et l'un disait à l'autre, écoute, est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose sur une œuvre qui est ici? Enfin, est-ce que tu peux me parler de quelque chose et me faire connaître quelque chose? Et donc, en fait, j'étais hyper content parce que, voilà, c'était des lycéens, je pense qu'ils avaient 16, 17 ans. Et donc, voilà, il faut aussi... enfin, moi, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent extraordinaires dans les musées, aussi bien dans l'exigence, enfin à chaque fois que je viens ici, ou au Louvre-Lens par exemple, au Louvre-Lens, il faut dire qu'il y a des expositions qui sont extraordinaires, qui sont très exigeantes, mais qu'on peut voir avec différents niveaux de lecture. Il faut voir bon, que ce musée a été installé sur un ancien carreau de mine. Alors c'est un mélange de populations qui vont aussi bien des gens du secteur de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais que des Parisiens, que des Belges, que des Lillois. Et en fait, je trouve que vraiment, enfin moi je dis chapeau vraiment aux gens qui travaillent dans les musées, parce que je trouve qu'ils arrivent à la fois à toucher par la distraction, mais aussi par l'exigence, tous les publics. Et vraiment, enfin, voilà, on peut, évidemment, il faut toujours se poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Et puis je voulais aussi, quand même, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mme Rivière, qui dit que je sais qu'il y a eu des politiques culturelles, je parle particulièrement de Jacques Lang quand il était ministre de la Culture, mais aussi quand il a été ministre de l'Éducation nationale. Je me souviens de positions qu'il avait prises en disant il faut que tous les enfants, avant la sortie du collège, aient un contact avec le théâtre, avec la danse, avec la musique, avec les musées, avec l'art en général. Et je pense que c'est primordial, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on aime ou on n'aime pas, on fait ce qu'on veut, mais au moins avoir la possibilité, et je crois que ça c'est vraiment un des gros enjeux de la culture actuellement, et de maintenir, on fait cette exigence. Bien, merci beaucoup. Merci. C'est très sympa l'intérêt que vous portez pour les musées, que je partage également, bien évidemment. Je tiens à vous remercier. Voilà, je tiens à remercier au public aussi qui est venu nous voir, vous écouter.